Bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ici à la base aérienne 113 de Saint-Dizier pour ce premier point presse délocalisé de l'année 2021. C'était une initiative qu'on a prise en début d'année de vous amener, vous, mesdames et messieurs les journalistes, sur des sites opérationnels, notamment auprès des forces, auprès des militaires qui mettent en œuvre des équipements, auprès de nos experts. Donc j'espère que cette journée vous sera profitable à tous. En tout cas, c'est l'objectif. Je remercie très sincèrement les équipes de la DICOP et du CIRPA Air qui ont organisé ce déplacement et le colonel Julien Fréloret, commandant de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, qui nous accueille en ce jour pour un certain nombre d'ateliers, de visites sur site, sur la dissuasion à la sûreté et sur la posture permanente de sûreté air. On aura l'occasion de les revoir. Je remercie aussi les journalistes de la presse quotidienne régionale, dont c'est un des objectifs que de venir à votre rencontre en venant ici à Saint-Dizier. Je suis heureux que vous puissiez être associé à ce point presse qui traditionnellement se tient à Paris. Alors, je vais, comme il en est désormais coutume, commencer par les points d'actualité du ministère des Armées. Ensuite, je vous présenterai l'actualité des deux ministres. Puis, avant d'aller faire les visites terrain, la raison de notre déplacement, je prendrai des questions d'actualité générale, c'est pourquoi vous en avez. Bien. Alors, commençons par les actualités du ministère. Nous avons, à la date du 25 janvier, livré un supercongélateur à Mayotte et un certain nombre de doses vaccinales, 975 doses exactement. Le ministère des Armées continue à répondre aux demandes du ministère des Solidarités et de la Santé quand il y en a, quant à la gestion de la crise Covid. Deuxième sujet, Rafale Grèce. Alors je ne reviens pas en détail sur les conditions de signature, le contenu du contrat, je pense que vous êtes très au fait de tout cela. Peut-être simplement répondre à quelques questions qui avaient été posées pour lesquelles nous n'avions pas donné de réponse. Je crois que M. Tanguy avait une question sur le nombre de places et le nombre de monoplaces. Donc, sur les 6 avions neufs, il y aura 2 biplaces et 4 monoplaces. Et sur les 12 avions actuellement au sein de l'armée de l'air et de l'espace qui seront cédés à l'armée de l'air grecque, il y aura 2 biplaces et 10 monoplaces. En termes de calendrier de livraison, les 6 premiers avions d'occasion seront livrés au deuxième semestre de cette année 2021. Les 6 avions neufs seront livrés au deuxième semestre de 2022. Et les 6 derniers avions d'occasion seront livrés en 2023. Il y aura dans quelques jours des annonces sur l'acquisition d'avions Rafale, au profit de l'armée de l'air. Tout à l'heure, je confirme donc que la cible d'avions Rafale au sein de l'armée de l'air et de l'espace sera conforme à ce qui avait été prévu dans la programmation militaire, c'est-à-dire 129 avions. Et dans nos forces, Marine nationale plus armée de l'air et de l'espace, 170 avions Rafale en 2025. Et je rajoute, et je termine par là, que nous aurons évidemment la 4e tranche, deuxième partie, la 4T2 Rafale, qui fera livrer 28 avions Rafale à nos forces entre fin 2022, décembre 2022 et fin 2022. Voilà, je pense que ça épuise assez largement le sujet. Que vous pouvez donner par ailleurs sur le travail d'axe. Troisième point, s'il vous plaît, je voulais signaler mi-décembre la réception, parce que c'est important, du deuxième véhicule VT4 que vous voit ici à l'image, par la DGA. Alors la loi de programmation militaire prévoit une cible de 4380 véhicules VT4, essentiellement à destination de l'armée de l'air, mais pas seulement. Aussi l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale, le service de l'énergie opérationnelle, le service interarmé des munitions, tous seront dotés de véhicules VT4. Une première génération et une deuxième génération de véhicules. Ces véhicules livrés en fin d'année sont de deuxième génération, c'est-à-dire qu'ils intègrent des systèmes d'information plus développés que la première génération. Ce sont des véhicules fabriqués par Arcus. Le rétrofit du standard 1 au standard 2 sera opéré à Saint-Nazaire au sein de l'usine d'Arcus d'ici 2023. C'est un véhicule qui peut embarquer 4 fantassins félins ou 5 soldats non félins. Très bonne mobilité, il est fait pour être déployé soit sur le territoire national pour des opérations sentinelles, soit en opération extérieure, mais sur des terrains qui sont spécifiques. Voilà, donc évidemment, entre une gamme de véhicules PT4 qui date de 2015 en conception versus les véhicules P4 qui sont remplacés par les véhicules P4 qui sont de conception de 1980, vous pouvez
pouvez imaginer qu'en termes de puissance, de confort, de climatisation, de sécurité, c'est un autre niveau. Voilà, point suivant, là aussi une information qui est intéressante, le lancement fin décembre 2020 d'un programme pour un système interarmé de renseignement d'origine électromagnétique. Donc là, vous voyez une image de ce à quoi ça peut ressembler. Concrètement, c'est un système qui va, à terminaison dotée nos armées, nos 3 armées, et faire du renseignement d'origine électromagnétique, c'est quoi? C'est capter les ondes électromagnétiques qui sont émises par des adversaires potentiels. Donc avec ce type de système, on est capable de les capter, de savoir qu'il y a potentiellement un ennemi, de caractériser le signal, donc savoir que c'est tel type de radar qui émet, et donc si c'est tel type de radar, on peut se dire que c'est plutôt telle nationalité, donc c'est intéressant. On est capable de le localiser par une technique qui s'appelle gonométrie. Et enfin, on est capable, le cas échéant, de faire de l'interception, c'est-à-dire de l'écoute de communication par la commande qui a été passée le 31 décembre 2020 à Thales et Airbus représente, je ne veux pas dire d'erreur, 160 millions d'euros. Les premières livraisons sont en 2023 et le standard final sera atteint en 2025. Voilà, donc pour être concret, ces systèmes seront déployés sur des véhicules Scorpion pour l'armée de terre, seront déployés sur des frégates de premier rang et des avions de patrouille maritime Atlantique 2 pour l'armée de l'air et de l'espace, et pour la marine nationale, et pour l'armée de l'air et de l'espace, ça peut être déployé sur des bases aériennes sur le territoire national pour protéger chacun nos bases aériennes. Point suivant, nous avons cédé il y a quelques jours, le 23 janvier, à N'Djamena, 9 blindés légers, qu'on appelle des ERC Sagaie. Voilà, c'est ce qui est à l'écran, avec un canon 90 mm. C'est une cession de la France vers le Tchad, qui permettra aux forces armées tchadiennes de mener des opérations de lutte contre les groupes armés terroristes et de mener des opérations de maintien de la paix. Donc il y a 12 équipages qui sont en train d'être formés au Tchad et qui seront à terme en mesure d'utiliser ces ERC 90. On a aussi fourni les pièces de rechange et les munitions qui vont avec ces blindés. Alors avant l'arrivée des agents initiales, je voulais juste signaler qu'il y a eu une rencontre entre les 3 chefs d'état-major des armées de l'air françaises, allemandes et espagnoles pour faire un point spécifique sur le SCAF. Vous savez que ce début d'année, on est tous très mobilisés pour passer les contrats des démonstrateurs en 2026. Un avion et un système qui vole et qui fonctionne. Et donc, évidemment, les armées de l'air et l'espace des 3 pays ont un rôle tout à fait majeur pour le bon avancement du projet. Et donc, c'est ce que le général David a rencontré ces homologues il y a quelques jours. Voilà, je passe aux agendas des 2 ministres, sauf s'il y a des questions sur les points que j'ai évoqués. M. Cognard. Une petite par session, vous savez, des ventes ou donnes? À ma connaissance, c'est une session gracieuse, mais je vérifierai ça. Et le nom du programme, Joël? Alors, on est généralement très fort pour donner des noms, mais là, en tout cas, je ne les connais pas, peut-être que les camarades peuvent m'aider. On va se renseigner dessus. Alors, sur les agendas ministériels, cet après-midi, la ministre des Armées reçoit son homologue malien, le colonel Sadio Camara, 15h à l'hôtel de Bonienne. Les grands honneurs lui sont rendus, puisque c'est la première fois qu'il vient à l'hôtel de Bonienne, un tour d'hommage opéré à la séquence. Cet accueil protocolaire sera suivi d'un entretien bilatéral où les ministres pourront échanger sur la montée en puissance du G5 Sahel, de Takuba, de la lutte contre les groupes armés terroristes et du retour progressif de l'État au Mali. C'est la deuxième fois pour mémoire qu'il se voit. La première fois, c'était à Bamako le 2 novembre 2020. Ce même jour, cet après-midi, la ministre déléguée, Mme Dariussec, présidera une cérémonie de ravivage de la flamme solaire de Triomphe aux côtés de l'Union des déportés d'Auschwitz à 18h30 cet après-midi. Mme Dariussec fera de même un ravivage de la flamme solaire de Triomphe, cette fois-ci demain, à l'occasion du centenaire de l'inhumation du Soleil. Demain, la ministre des Armées, c'était une question posée la semaine dernière, s'entretiendra avec Lloyd Austin, le nouveau secrétaire d'État à la Défense des États-Unis. C'est évidemment un échange téléphonique qui est extrêmement important, étant donné la densité de la relation bilatérale entre les deux pays.
Ils évoqueront évidemment la lutte contre le terrorisme, que ce soit au Levant ou au Sahel. Et à quelques jours de la prochaine réunion ministérielle de l'OTAN, nous allons échanger sur le contexte stratégique et la dynamique de l'Alliance. En fin de semaine, vendredi 29 janvier, la ministre, Madame Parly, sera en déplacement en Isère et en Haute-Savoie. Elle ira d'abord à Ardennais, sur le site de l'usine d'Assoaviation, pour faire des annonces importantes en matière de capacité opérationnelle de notre espace, en matière de plan de charge pour Dassault-Aviation. Chacun comprend ce à quoi je fais référence. C'est un site qui emploie à peu près 500 personnes et qui s'occupe notamment des commandes de vol. Ensuite, elle se rendra à la 27e brigade d'infanterie de montagne, à Vars, pour une séquence placée sous le signe de l'amélioration de la condition de vie militaire. Elle inaugurera 2 bâtiments de vie quotidienne, un foyer alpin et une hôtellerie sociale. Et elle posera également une première pierre pour un bâtiment d'hébergement du centre de formation initiale militaire. Donc, je vous avais parlé la semaine dernière du rôle majeur qu'avait les infrastructures du ministère des Armées. Là, c'est sur des manifestations très concrètes de tout ce qu'on fait dans cette loi de programmation militaire sur les infrastructures, notamment par l'OTAN. Nous arrivons ensuite au lundi 1er février. La ministre se rendra à Orléans pour d'abord un comité exécutif de travail, une réunion de travail sur la lutte contre le terrorisme. À cette occasion, une séquence vous sera proposée pour la vérifier les journalistes. Vous pourrez faire un tour image si vous souhaitez avant le début de la réunion. Pendant la réunion, vous aurez une séquence dynamique et des ateliers montrant les savoir-faire des forces spéciales. Ensuite, à l'issue du comité exécutif, la ministre, le chef d'état-major des armées et le DGSE auront une prise de parole sur les enjeux, les objectifs de la lutte contre le terrorisme et sur notre organisation, sur cette fonction qui est une fonction apparente. Donc, en gros, voici les grandes lignes de la matinée du 1er février. S'ensuivra une visite de la base aérienne d'Orléans-Ici par le ministre des Armées. Elle inaugurera un bâtiment neuf qui accueille les militaires de forces sociales de la base d'Orléans. C'est un projet d'un peu plus de 15 millions d'euros. Là aussi, on fait notre point de la semaine dernière sur les infrastructures. Et elle aura ensuite une séquence sur le maintien en conditions opérationnelles. Donc elle verra des outils d'impression 3D fabriquer des outils de maintenance de la 400M et on vous présentera des outils numériques de suivi des dommages sur les avions, sur la structure. Voilà, le mardi 2 février, la ministre rendra à l'Assemblée nationale à 15h pour la séquence de questions du gouvernement et elle rencontrera ensuite le nouveau directeur général de Safran, M. Olivier Anguies. Au menu de cette réunion, évidemment, le moteur du SCAF, dont Safran sera l'architecte et un maître d'œuvre principal. Le mercredi 3 février, classiquement le matin, conseil de surveillance et conseil des ministres, puis elle participera à une séance de questions du gouvernement au Sénat. Et ensuite, à 17h, elle aura un entretien avec son homologue allemand, Mme Kronberg, où seront notamment évoquées les questions capacitaires, le système de combat aérien du futur, le char de combat du futur, le rôle. Et évidemment, un point également sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Ce même jour, la ministre déléguée se rendra en Gironde, près de Bordeaux, à Caen, pour inaugurer la 2e maison Athos. Vous vous souvenez du projet Athos, projet de réhabilitation psychosociale des blessés psychiques, projet porté par l'armée de terre. La ministre des armées avait inauguré une première maison Athos la semaine dernière à Toulon. C'est la 2e maison Athos dont nous parlons là, qui sera située dans Madame Damoussin. Ensuite, le jeudi 4 février, la ministre se rendra à Rambouillet pour une séquence sociale importante puisqu'elle prendra acte du désormais bon fonctionnement de l'unité des armées de source au sol. Donc, désormais, l'entièreté de nos militaires des armées sont payés par source au sol. Ça représente au total 250 000 militaires qui sont payés par source au sol, pourquoi 250 ? Les 210 000 chiffres que vous avez mis en tête, plus 40 000 réservistes qui sont aussi payés par ce militaire. Bon, on se souvient de ce qu'a été le pouvoir, je crois qu'il faut collectivement se féliciter d'un fonctionnement désormais nominal de source au sol. La ministre y a mis une énergie tout à fait facile. Elle profitera de sa présence à Rambouillet pour rencontrer des dirigeants de PME et au service du commissariat des armées pour échanger sur
les équipements individuels et les protections balistiques sont fabriqués au profit de nos militaires engagés en opération. Voilà, cela conclut la présentation de l'agenda des deux ministres. Et donc nous arrivons au troisième temps de ce point télévisé qui est les questions, si vous avez l'actualité générale. Merci, les questions. Monsieur Tanguy. Oui, j'ai pris c'est un peu comme un certain nombre de collègues sur les questions de RPS. Ce sont souvent des questions complexes qui sont difficiles à établir. C'est le cas également pour le service d'enquête. Je voudrais savoir, à titre d'indication, si vous avez des statistiques fines sur l'activité du principal service qui est censé suivre ces questions. Si vous avez une appréciation générale sur la multiplication, en tout cas sur la base des déclarations de ce qui est fou, de ce genre d'affaires au sein du ministère. Merci pour votre question. La cellule, vous savez peut-être, qui est chargée de collecter les témoignages qui viennent de victimes supposées, de témoins, de lanceurs d'alerte. C'est la cellule Thémis, qui a été créée en 2014. Cette cellule est là pour écouter, recueillir les témoignages, aider les victimes supposées si elles le souhaitent à construire leur dossier, et ensuite, si les victimes supposées utilisent toujours le terme supposé, aucun jugement sensitif ou éducatif. Ensuite, si la victime supposée en est d'accord, et bien la cellule Thémis se met en rapport avec le commandement pour qu'une enquête interne soit dirigée. Donc ça, c'est le fonctionnement de ce. Ensuite, le dossier, une fois qu'il a été instruit par la chaîne de production, il revient à la cellule Thémis qui, le cas échéant, fait part de ses opérations. Alors, j'ai effectivement quelques chiffres à vous donner, mais je pense que vous ne les connaissez pas jusqu'à maintenant. En 2019, la cellule Thémis a été saisie 72 fois. Sur ces 72 cas, 40 ont fait l'objet d'un dépôt de plainte par les victimes supposées. 10, en plus de 40, ont fait l'objet d'une procédure dite article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que la hiérarchie, jugeant au terme de l'enquête que la suspicion de fait délictueux est avérée, se tourne alors vers le procureur pour signaler ces faits. Donc au total, sur ces 72 saisines de Thémis en 2019, 50 ont fait l'objet d'une procédure judiciaire, 40 plus 10, 42 plaintes. Sur ces 72 saisies, 53 dossiers ont fait l'objet de sanctions prononcées à l'encontre de l'auteur. Là, je parle de sanctions disciplinaires. Je vais être très clair sur le fait qu'il y a une procédure judiciaire. Et on rentre dans cette procédure judiciaire soit par un de soit par un de. Et il y a des procédures d'ordre interne, disciplinaires, qui sont à la main de la hiérarchie du gouvernement. Donc ça, c'était les chiffres pour 2019. Je vais vous donner rapidement les mêmes pour 2020. Et ensuite, j'ai fait un peu. En 2020, il y a eu 57 saisines de la cellule Thémis. Sur ces 57, 29 ont fait l'objet d'un dépôt de plainte par une victime. En plus de ces 29, 6 ont fait l'objet d'un article 40. 35 sur les 57 dossiers ont fait l'objet d'une procédure judiciaire. Et il y a 25 dossiers qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire à l'encontre des auteurs. Alors, quelques commentaires sur ces chiffres. En 2020, on avait conscience, on peut le comprendre, tous les dossiers ouverts n'ont pas nécessairement été clôturés, c'est encore des enquêtes qui sont en cours. Donc il faut apprécier les pourcentages qui nous paraissent peut-être un petit peu plus faibles sur 2020 sur 2019, qui sont encore des procédures. Je parle de procédures internes. Je souhaite aussi dire que les victimes ne souhaitent pas toujours saisir la justice. Il peut y avoir des signalements qui ne se traduisent pas par les procédures judiciaires parce que les victimes ne le veulent pas. Et je souhaiterais aussi, et c'est très important, qu'il y a un certain nombre de signalements pour lesquels l'enquête interne ne dévoile pas, ne manifeste pas de faits avérés. Et donc, dans ces conditions, évidemment, l'institution du ministère de l'Armée ne fait pas l'article 40 si elle ne pense qu'il n'y a pas de fait.
plus des enquêtes internes, c'est bien de caractériser les faits aussi précisément possible, d'établir des enjeux de responsabilité, et puis ensuite, ça donne soit des sanctions disciplinaires si c'est non disciplinaire, soit des poursuites judiciaires si c'est. Donc ça, c'était peut-être en fait précisément, je parle bien ici de la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste. C'est de cela que je parle. C'est de cela que je parle. Maintenant, je vais faire. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le niveau, la graduation des sanctions? C'est pas forcément moi qui serais le mieux placé pour vous répondre. Je pense que ça peut aller de l'âme à des nominations d'office, ce type de sanction. Je parle de sachant que sur ce sujet. Donc ça c'était pour les faits à caractère sexuel ou sexiste. Maintenant sur les aspects de harcèlement moral. Pour les aspects de harcèlement moral au travail, c'est l'inspection du travail dans les armées. C'est notre inspection du travail au ministère des Armées qui est chargée d'instruire de prime abord ces questions, soit qui sont portées à sa connaissance au cours d'une inspection, soit parce que les victimes alléguées saisissent l'inspection du travail dans les armées. Ensuite, la caractérisation juridique de ce harcèlement moral relève là aussi de l'autorité judiciaire et du juge. Donc, les chiffres, quels sont-ils? En 2019, l'inspection du travail a été saisie pour RPS au sens large, 76 fois. Et sur ces 76, 43 cas étaient des cas de possible harcèlement moral. En 2020, l'inspection du travail dans les armées a été saisie 87 fois et 37 de ces 87 cas relevaient de possibles situations de harcèlement moral. Aucun de ces dossiers, suite aux internes qui ont été diligentés, aux enquêtes internes qui ont été diligentées, n'a révélé, selon notre appréciation, de faits à caractère délictueux ou plus. Et donc, aucun article 40 n'a été fait par le ministère des Armées suite à ces saisines de l'inspection du travail dans les armées, ces potentiels cas de RPS. Voilà ce que je pouvais vous dire de la manière la plus exhaustive et j'espère claire et précise. Y a-t-il d'autres questions à caractère d'actualité? Sans regret, y a-t-il des gens qu'on oublie? Y aurait-il des questions? Écoutez, dans ce cas-là, je vous propose de passer à la partie terrain. Juste vous dire très rapidement, mais le prendra la suite. On va faire deux groupes, parce qu'il va y avoir deux ateliers. Tout le monde verra tout, mais pas en même temps. Il y aura un atelier dédié à la police du ciel, permanente de sécurité air, et un atelier dédié à la dissuasion aéroportée. Je laisserai le collègue expliquer plus en détail. Pour tout ce qui relève de la dissuasion aéroportée, il y a évidemment un caractère de sensibilité qui fait qu'à certains moments, le colonel Conroy le dira, il ne sera absolument pas possible. Et écoutez, je m'arrête là. Merci. Mon collègue. Bonjour à tous, je suis Julien Conroy, commandant de la base aérienne centrale de Saint-Dizier, comme vous l'avez dit. Je suis très heureux de vous accueillir sur ma base, sur notre base. Comme l'a dit Hervé Grandjean, c'est le but de cette visite, que vous puissiez poser des questions et repartir en ayant appris un certain nombre de choses. Effectivement, je serai dans un groupe à vous accompagner, il y aura d'autres personnes qui seront dans le deuxième groupe qui auront la responsabilité effectivement de nous impliquer dans l'atelier dissuasion en particulier. Il ne faudra pas prendre notre dos, il ne faudra pas prendre notre téléphone portable, tablette, objets connectés, divers et variés. Pour des raisons évidentes de confidentialité et de protection, de préservation des soins. Ce que je vous propose avant d'aller sur le terrain, c'est de faire, je vous présente de manière assez synthétique
les missions de la base aérienne en général, et que vous puissiez percevoir que la base aérienne 113 est un outil majeur de notre système de défense. S'il y avait qu'une seule chose à retenir de cette visite, c'est que vous êtes aujourd'hui sur un outil de combat, un véritable outil de combat qui est éprouvé, qui est capable en permanence de réagir aux sollicitations pour intervenir à peu près partout dans le monde sous des délais à peu près exceptionnels, c'est-à-dire avec une réactivité très forte. De manière très rapide, la base aérienne 113, c'est une base qui est implantée dans le territoire de la Haute-Marne depuis les débuts de l'aviation, et qui a un passé dédié à l'aviation de combat, parce que, de manière assez naturelle, finalement, on s'est rendu compte que la plateforme de Saint-Dizier était un pivot assez intéressant pour conduire les missions diverses et variées. Donc, dès le début de l'aviation, dès les premiers conflits, le premier conflit mondial et le second conflit mondial, on a utilisé le terrain de Saint-Dizier pour réaliser des missions de combat. Nous, Français, pas que nous, Français, puisque les Allemands l'ont utilisé également, puis les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, ce rôle pivot, il a été mis en avant et utilisé, et il a été, ce rôle pivot essentiel également dans le cadre de la création de la dissuasion nucléaire française, puisque nous avons eu des armes nucléaires depuis 1966. Et nous ne sommes pas arrêtés, puisque nous sommes toujours aujourd'hui une base à vocation nucléaire, je vais faire un petit peu. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette base, et ça je pense que c'est l'un des messages qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un pivot essentiel. Alors aujourd'hui, la notion de géographie elle est sans doute relative, parce qu'on n'a plus forcément besoin de créer une ligne de défense face au pacte de Varsovie, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a transféré ce pivot géographique en un pivot stratégique grâce aux systèmes d'armes que nous accueillons aujourd'hui, qui sont des systèmes d'armes absolument polyvalents. Avant d'entrer en détail sur ce qu'on fait sur la base de Saint-Dizier, on va prendre un petit peu de recul. Je vous ai présenté une cartographie qui n'est pas exhaustive de ce qu'on peut trouver en termes de capacité opérationnelle dans l'armée de l'air et l'espace, avec donc sur la carte un petit résumé de nos capacités. Donc environ 220 avions de combat qui sont répartis en deux flottes aujourd'hui, une flotte de Rafale et une flotte de Mirage 2000, qui sont mis en œuvre, ces avions de combat, par 9 escadrons de combat, 9 escadrons de chasse, qui sont les unités combattantes de l'armée de l'air, en tout cas de l'aviation de combat de l'armée de l'air. 2 escadrons de transformation, qui sont les escadrons, pour faire simple, d'auto-école de l'aviation de combat, et qui sont répartis, ces avions, sur 5 bases de chasse, donc Saint-Dizier, Nancy, Luxeuil, Mont-de-Marsan et Orangé. Sur ces bases aériennes, on trouve également des escadrons de défense solaire, qui sont une deuxième capacité majeure de l'armée de l'espace, qui mettent en œuvre des systèmes d'armes qu'on appelle Mamba, qui est un missile polyvalent à la pointe de la technologie, dont je vous parle un peu plus tard. Sur ce panorama également de la carte de France, vous voyez qu'il y a 3 petits trigrammes de symboles nucléaires. Ce sont des symboles pour indiquer les bases à vocation nucléaire. Les bases à vocation nucléaire, ce sont les bases qui mettent en œuvre la dissuasion pour la composante aéronautique que j'ai dit un petit peu plus tard. Voilà, et on sort un petit peu des frontières du territoire métropolitain. À l'étranger, nous avons des bases qui sont prépositionnées dans le cadre d'accords de défense, que ce soit à Djibouti ou aux Émirats Arabes Unis, qui accueillent en permanence des combat aussi, des Mirage 2000 à Djibouti et des Rafale aux Émirats Arabes Unis. Et dans le petit cadre rouge, des bases aériennes projetées, c'est-à-dire des bases que nous avons créées, installées. Alors pour la première, Niamey depuis plusieurs années. Il y a aussi N'Djamena qui est utilisable. Et H5, qui est la base aérienne projetée en Jordanie. H5 étant le nom de cette base, qui accueille des Rafales depuis fin 2015 aussi. Donc voilà. Donc, en ayant en tête cette image globale, on peut se rendre compte en faisant le focus sur la base aérienne de Saint-Dizier qu'on met en œuvre à peu près toutes les capacités qui sont possibles d'imaginer dans le
cadre de l'utilisation de l'aviation de combat et des systèmes d'armes modernes de l'armée de l'air. Puisque nous accueillons 50 rafales à peu près sur la base, de tout type, des rafales biplaces, des rafales monoplaces, également quelques rafales marines, que je ne sais pas, mais on va si vous voulez. J'ai sous ma responsabilité environ 2000 personnes, 2000 aviateurs personnels civiques du ministère des Armées, quelques marins aussi qui sont intégrés au sein de l'escadron de mécaniciens. Et donc ces 2000 personnes sont là pour faire fonctionner notre base et permettre à nos combattants de première ligne de réaliser toutes leurs missions, etc. Voilà, on est donc, je l'ai dit, une base à rotation nucléaire. Nous accueillons un plot de la permanence opérationnelle, de la police du ciel, un escadron de transformation, un escadron de défense solaire, nos équipages, nos mécaniciens, nos personnels, fusiliers, commandos, pompiers, etc. Tout le personnel de la base est impliqué en opération extérieure. Bref, en restant modeste, on peut dire que la base aérienne 113 est un plancher de la défense française et j'espère vous faire percevoir dans les semaines qui viennent. Pourquoi on peut dire ça? Eh bien parce que nous avons la capacité, et notre base elle a été conçue comme ça, pour être en mesure de répondre à toutes les missions qui sont possibles et imaginables. Donc les trois grandes missions stratégiques qui sont la protection, la dissuasion et l'intervention, les aviateurs de la BA 113 sont impliqués en permanence dans cette mission. Tout d'abord la mission de protection, eh bien c'est pour vous donner quelques images. Ce que vous voyez, la capacité pour nos avions qui sont en piste, prêts à décoller en quelques minutes, à intervenir sur des avions suspects, sur des avions qui viendraient s'approcher de notre territoire national, de notre espace aérien, pour lever le but, pour montrer que notre souveraineté est pleinement assurée. Et c'est également la capacité pour l'escadron de défense solaire de participer à des buts de protection que je vais désigner maintenant. Tout d'abord sur la mission de protection, comme l'a dit Hervé Grandjean, cette mission elle s'effectue dans le cadre de ce qu'on appelle la posture permanente de sûreté air, qui est une mission régalienne, permanente, puisque H24, 365 jours par an, dont le Premier ministre a la responsabilité et qui est mise en œuvre au sein de l'armée de l'air sous le commandement du général commandant du CVA, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Pour faire très simple, ça veut dire qu'en France, en permanence, vous avez des avions de combat et des hélicoptères qui sont prêts à décoller en quelques minutes pour aller porter assistance à un avion qui se fait en détresse, pour aller pour se rapprocher d'un avion qui serait suspect et qui pourrait menacer des installations sensibles ou alors porter atteinte à la sécurité. Je crois qu'un exemple très démonstratif qui a fait parler de lui l'année dernière, de ce qu'on peut faire avec la police du ciel, c'est le fait qu'on puisse passer supersonique. On doit aller le plus vite possible sur ces avions suspects, même si c'est à proximité de Paris. Le but pour nous, c'est d'assurer la protection de nos concitoyens en étant le plus réactif et le plus efficace possible. Sur la petite carte, vous voyez les sites qui sont possibles d'activer au titre de la police du ciel. Et particularité de Saint-Dizier, nous avons une PO chasse, donc un plot armé par 2 rafales, et également un plot armé par un hélicoptère Fennec que vous aurez l'occasion de visiter tout à l'heure. Donc la deuxième partie de la PPSR, c'est ce que j'ai évoqué, des dispositifs particuliers de sûreté aérienne, dont pour lesquels nous sommes sollicités assez régulièrement. Et qui sont en général activés dans le cadre d'événements majeurs, typiquement la protection d'un rassemblement de présidents type G8, G20, ou alors une Coupe du Monde ou un événement sportif majeur. Nous activons une zone d'exclusion avec une information à tous les intéressés. Et cette zone d'exclusion, elle a vraiment pour vocation de protéger encore plus finement une partie de l'espace aérien. Que ce soit sur des intrusions d'avions, mais également sur des intrusions de drones. Et ça, c'est une des spécificités de nos escadrons de défense solaire dont j'ai déjà parlé, en particulier celui de Saint-Dizier, qui assure cette lutte anti-drone de manière assez active depuis plusieurs années maintenant. Et ces DTSA, ça mobilise les aviateurs de la BA 113 de manière très régulière. Voilà. Sur les autres missions, la deuxième mission, je vais parler de la mission d'intervention.
là encore, notre base a été construite, développée au fil du temps pour permettre d'intervenir dans des missions conventionnelles de manière très réactive. J'en prends pour preuve 10 dernières années qui ont été absolument fantastiques, c'est pas péjoratif, mais qui ont été absolument denses et exceptionnellement denses pour la BA 113 en particulier, puisque les premiers avions qui sont intervenus en ligne ont décollé de Saint-Dizier avec Torbon pour aller conduire les premiers raids là-bas. En 2013, lors du déclenchement de l'opération Serval, il y a eu une première mission qui est réalisée depuis jamais là, mais très vite, les avions de Saint-Dizier ont été mobilisés et ont décollé également, très bref, pour aller arrêter les pick-up qui étaient en route sur Bamako et prêts à renverser le pouvoir. Et tout ça, on l'a fait dans des délais très brefs, en moins de 48 heures leur jour. Et puis le plus emblématique peut-être, et le plus récent, c'est l'opération Hamilton, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, en avril 2018, pour montrer la signification, la détermination de la France au pouvoir syrien. Ce sont des avions qui ont décollé, qui ont tout préparé depuis Saint-Dizier, qui ont frappé la Syrie avec un missile conventionnel Mistral, et qui sont revenus sous le coup ensuite à ce moment. Donc voilà, et la troisième mission que je vais détailler plus tard, la mission de dissuasion, qui est le cœur du cœur de la base de Saint-Dizier, qui est possible et qui est tenue depuis 1966 sur cette base, grâce aux infrastructures, et surtout au contrat de posture qui nous est fixé par le président de la République, qui est le contrat le plus contraignant pour nous, aviateurs de la BA 113. Ce qu'il faut vraiment percevoir, c'est que sur notre base, c'est pas forcément perceptible quand vous êtes en visite, quand vous vous déplacez sur la base de manière sans être un spécialiste, mais nous vivons, nous respirons et nous ne pensons qu'à la dissuasion au quotidien, tous les jours, parce que c'est notre raison d'être et c'est notre contrat le plus exigeant. Alors ça ne veut pas dire qu'on a des avions qui sont armés avec des missiles nucléaires en permanence, comme un sous-marin par exemple, mais ça veut dire qu'on est prêt vraiment en quelques instants, en quelques heures, à armer nos avions pour conduire une mission de dissuasion. Donc cet esprit de la dissuasion guide vraiment notre activité au quotidien, et ça c'est vraiment perceptible chez tous les aviateurs de cette base aérienne. Donc pour faire tout ça, encore une fois, c'est notre écosystème qui nous permet, ce sont nos matériels, vous pourrez approcher tout à l'heure, qui nous permettent, avec une extrême polyvalence, le Rafale en particulier, c'est un petit combat formidable qui est très bien développé, très bien pensé, et qui nous offre cette polyvalence, qui offre aux hommes, aux femmes qui servent sur la base, cette capacité d'intervenir dans tous les domaines de manière efficace. Donc pour faire ça avec permanence d'activité, si vous voulez, sur cette base aérienne, on vole beaucoup. On fait à peu près 12 millions de vols l'année, ça représente 7000 sorties. Une sortie, c'est un décollage, un atterrissage. Donc, grosso modo, il faut retenir que tous les jours, il y a 20-25 avions qui décollent, qui se posent pour l'entraînement. Et l'implication et la mobilisation des aviateurs sur la base se traduit également par en moyenne 250 personnes qui sont engagées, soit en opération extérieure, soit en opération intérieure, soit en service de semaine, service d'astreinte, service de permanence. Pour faire tout cela, on a des unités de première ligne. Je vais vous parler maintenant. La première unité de première ligne, c'est la 4e escadron de chasse. La 4e escadron de chasse qui regroupe 2 escadrons de combat opérationnels, le 1-4 Gascogne et le 2-4 Lafayette, qui sont donc 2 escadrons Rafale, qui sont 2 escadrons de la composante aéroportée de la dissuasion, et qui sont sous le commandement des forces aériennes stratégiques. Ces 2 escadrons, ils font exactement la même chose que les escadrons de Rafale qui sont en Marsan, sauf qu'en plus, ils ont la responsabilité de la mission de dissuasion. Donc ils sont polyvalents, absolument intégrés dans le dispositif de combat de l'armée d'air, et ils assurent la composante de la permanence et la réactivité de la composante de l'aéroport. Le 3e escadron, c'est l'escadron de transition Rafale, qui s'appelle 3-4 Capitaine, qui est l'unité qui assure la formation de tous les pilotes et tous les navigateurs qui volent ou qui voleront un jour sur Rafale.
Donc les pilotes de Mont-de-Marsan, les pilotes qui vont aux Émirats Arabes Unis, avant d'aller voler sur Rafale dans leur unité opérationnelle, viennent apprendre le pilotage du Rafale sur la base de Saint-Dizier à l'Estadon de François. C'est possible grâce au simulateur que nous avons ici. On a 4 cabines qui permettent vraiment un entraînement assez intéressant, efficace et poussé. Et puis, petite particularité de l'escadron de transformation, c'est lui qui accueille aussi ce qu'on appelle le Rafale sur le mystère, qui est la petite unité qui assure la démonstration des capacités du Rafale dans les salons internationaux, dans les meetings. Donc c'est un capitaine de l'Angleterre, de l'escadron de transformation qui est sur ça. Dernière petite particularité, depuis que nous avons vendu du Rafale à l'export, c'est le TR qui a assuré la formation de la plupart des pilotes étrangers, donc les Égyptiens, quelques pilotes indiens, les pilotes qataris, qui sont tous venus à Saint-Dizier également pour bénéficier de cette formation qui est. La Marine nationale aussi envoie une partie de ses pilotes au Rafale, puisque, comme vous le savez, la Marine également vole sur Rafale. Donc à peu près la moitié des pilotes marins viennent sur cette fonction. Dernière unité emblématique de l'escadre, l'escadron de soutien technique et aéronautique, plus ou moins que les mécaniciens, dont le rôle est de produire de la disponibilité, c'est-à-dire fournir les avions aux pilotes pour qu'ils puissent voler. C'est la plus grosse unité de la base, environ 600 personnes, qui sont eux aussi au cœur du dispositif de dissuasion, puisque sans avion, on peut dissuader. Voilà, et la deuxième grosse unité emblématique, c'est l'escadron de défense solaire, qui met en œuvre une capacité double sur la base aérienne, la capacité de défense solaire sur le moyenne longue portée, avec le missile Mamba dont je vous ai parlé. Également une capacité de plus courte portée, avec le système Crotale, qui offre des capacités très intéressantes en termes de défense aérienne. Voilà, maintenant je vais faire un petit focus parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le cœur du cœur de la base aérienne sur la dissuasion. La dissuasion nucléaire, c'est vraiment l'ADN de la BS-113. C'est vraiment une structure, une clé de voûte de la défense nationale, mais pour la base aérienne 113, comme je le dis et comme je le redis, c'est vraiment notre seule, s'il en fallait une seule, ce serait celle-là, notre seule raison d'être. Alors la dissuasion, elle sert à quoi? Elle sert, comme le président de la République l'a référé dans son discours l'année dernière, à protéger notre pays contre toute agression d'origine étatique, contre nos intérêts légitimes, dans le cadre d'une stratégie strictement défensive, pour préserver notre liberté d'action et de décision. Donc, pour faire simple, notre dissuasion nucléaire, c'est ce qui permet d'éviter un scénario ou un traumatisme du type de jeu intervention. Voilà. Préserver notre liberté d'action et de décision. Donc, si je peux me permettre un raccourci et une trivialité, c'est ce qui est marqué en jaune, c'est vraiment éviter les guerres majeures qui menaceraient l'existence de notre nation aujourd'hui et demain. Alors, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'effectivement, notre dissuasion nous protège aujourd'hui, protège nos concitoyens, protège nos intérêts. Mais aussi, elle va les protéger sur le long terme. Et c'est ça qui est absolument essentiel de comprendre, c'est qu'on ne peut pas envisager une dissuasion efficace sans penser sur le long terme, sans avoir un spectre de couverture de cet outil le plus large possible. C'est-à-dire qu'on doit prévoir, notre système de dissuasion doit prévoir des choses qui sont aujourd'hui a priori impensables. J'en veux pour preuve ce qui se disait avec le de l'Est, les dividendes de la paix, c'est fini, etc. On se rend bien compte que non, les dividendes de la paix, il n'y a plus de dividendes de la paix, c'est clair, net et précis, le retour des États-puissance, des stratégies de sanctuarisation agressive qui sont revenues, etc., etc. Bref, les scénarios catastrophes, ils sont loin d'être sortis du spectre du possible. Et donc notre dissuasion, elle doit permettre de couvrir les scénarios catastrophes qui étaient impensables encore, peut-être beaucoup moins pensables que maintenant. Comment est-ce qu'on fait la dissuasion? En donnant la garantie en permanence qu'on serait capable d'infliger des dommages inacceptables à un adversaire qui s'en prendrait à nos intérêts vitaux. Des dommages inacceptables sur ses centres de pouvoir dans des circonstances extrêmes de l'histoire de défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
un agresseur potentiel qui voudrait s'en prendre aux intérêts de la France, il va tout perdre. Ou en tout cas, il va énormément perdre, beaucoup trop perdre par rapport aux gains escomptés en s'en prenant aux intérêts. Voilà. Donc ça, ces notions que je viens d'évoquer, elles sont dans les aviateurs de la base aérienne centrale, en particulier ceux qui sont impliqués très directement dans la dissuasion, ils sont dans leur esprit en permanence. C'est-à-dire que quand ils préparent une mission, quand ils s'entraînent, ils ont ça en permanence en tête. Et ils mettent en œuvre exactement ce que je viens de dire. Un petit focus, avant de rentrer un peu dans le détail, comment on fait la dissuasion en France? On fait ça avec environ 300 têtes nucléaires, dans le cadre de stricte suffisance, qui est un principe fondamental de la dissuasion française, qui refuse la course aux armements, qui est vertueuse dans le respect de ces traités internationaux, notamment le TNP. Bref, environ 300 têtes nucléaires qui sont mises en œuvre par deux composantes permanentes complémentaires et une force non permanente. La composante océanique, c'est l'une des deux composantes permanentes, qui est mise en œuvre dans la marine, ce qu'on appelle la force océanique stratégique. Grosso modo, c'est 4 sous-marins nucléaires sur 20, donc qui sont des missiles nucléaires. Et la deuxième composante permanente, c'est la composante aéroportée mise en œuvre par les forces aériennes stratégiques. Donc ce sont les Rafales que vous avez ici sur la de Saint-Dizier, plus les avions ravitailleurs qui sont basés à l'est. Ces deux composantes permanentes, qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, ça veut dire qu'elles sont capables d'infliger des dommages inacceptables en permanence à un adversaire qui s'en trouve dans les affaires. Donc ce sont ces deux composantes qui font peser cette menace à un adversaire potentiel et qui font que personne ne s'en prend aux intérêts du pays. Voilà, la composante non permanente, c'est ce qu'on appelle la force aéronavale nucléaire, qui est également sous les ordres du chef d'état-major de la marine, qui serait activée exclusivement sur ordre du président de la République. Donc avec des rafales marines qui seraient déployées sur le porte-avions, qui accueilleraient les armes nucléaires si le président en avait. Donc vous l'avez compris, j'ai parlé des 5 piliers, la permanence, stricte suffisance, impérialité, dommage inacceptable, la défense nationale. Ces 5 piliers sont connectés entre eux, c'est-à-dire que si l'un de ces 5 piliers était fragilisé pour une raison quelconque, les autres seraient forcément atteints, et donc cet écosystème hyper structuré qui est la dissuasion est un peu complet, qui convient de piloter avec suffisamment de finesse pour ne pas le faire. Et ce qui est important, qui est peut-être la seule chose à retenir si on parle de dissuasion, c'est ce qu'il y a au bout. La dissuasion, elle ne fonctionne que si elle est crédible. C'est ça qui fait la force et qui fait que la dissuasion fonctionne, c'est qu'en France, on a un système hyper complet, assez complexe, mais qui est crédible, qui est au top de la crédibilité. Cette crédibilité, on peut la détailler en 3 parts. La crédibilité politique. Tous les présidents, depuis que la dissuasion existe, ont mis en avant la dissuasion et continuent de mettre en avant la dissuasion parce que tout le monde est convaincu que c'est ce qui tient, c'est une des clés de voûte, c'est la clé de voûte du système de défense français. Donc la crédibilité politique est forcément au rendez-vous. La crédibilité technologique, là aussi, elle est au rendez-vous parce que, comme je l'ai évoqué, si la dissuasion n'est pas crédible, elle peut ne pas fonctionner. Pour donner un exemple un peu trivial et vraiment très simpliste, on n'envisagerait pas aujourd'hui de mettre des armes nucléaires sur une catapulte. Enfin, il faut qu'un adversaire potentiel soit convaincu que nos systèmes d'armes vont lui faire mal, que notre dissuasion, s'il s'en prend dans un intérêts et tout, notre dissuasion, elle va lui faire très très mal. Donc la crédibilité technologique, c'est un majeur. Et puis, le dernier point qui concerne directement la base aérienne centrale, c'est la crédibilité opérationnelle. C'est valable également pour les équipages de sous-marins, pour les équipages de la famille aussi, si elle est activée. Nous devons ici, et ça c'est notre mot d'ordre quotidien, être le plus crédible possible. Donc nos équipages ils s'entraînent vraiment dans les points les plus compliqués du domaine. On leur fait faire des choses qui sont fantastiques et qui démontrent leur incroyable efficacité et surtout leur force. Et qui démontrent le fait qu'aujourd'hui, nos équipages, notre outil de combat, nos forces aériennes stratégiques, au sein d'un outil hyper cohérent de l'armée de l'air et de l'espace, nos équipages ils sont au top.
C'est vraiment au top de ce qu'on peut attendre de combattre. Donc, cette crédibilité opérationnelle, on la réalise avec ce que j'ai marqué en rouge là, des opérations, des exercices de démonstrativité, de crédibilité qu'on réalise toutes les semaines sur un blog. Alors, il y en a certains, vous allez certainement vous parler, je vais revenir dessus. Il y a plein d'autres exercices dont vous n'entendrez jamais parler, qui sont un peu plus bas niveau de bruit, mais qui contribuent directement à ce que nos équipages soient vraiment le plus opérationnels possible. Ces exercices, ces opérations en temps de paix, comme aujourd'hui, ils sont cadrés par deux piliers qui sont absolument essentiels pour cette crédibilité, qui sont le contrôle gouvernemental et la sécurité nucléaire. Il est hors de question, bien évidemment, qu'il se passe un incident sur une base aérienne comme la mienne, parce qu'on ne respecterait pas des dossiers de droit. Le contrôle gouvernemental et la sécurité nucléaire sont deux piliers qui sont contrôlés, suivis, dirigés par des chaînes indépendantes, c'est-à-dire indépendantes qui n'appartiennent pas à l'armée de l'air, et qui s'assurent que les armes pour le contrôle gouvernemental ne sont pas utilisées, ne sont pas stockées, ne sont pas suivies, en dehors d'un cadre qui est très précis, qui est prescrit, écrit et contrôlé. Et puis pour la sécurité nucléaire, on s'assure, au travers d'une autorité qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire de défense, qui est l'équivalent de l'autorité de sûreté nucléaire en civil, qui s'assure que les procédures, les opérateurs sont formés, suivis, qualifiés, et que le risque d'incident est proche de zéro. Dans ces opérations de démonstrativité, la plus emblématique qui commence à être connue maintenant, c'est ce qu'on appelle l'opération Poker, qui est réalisée en général 4 fois par an, qui est une opération majeure. Majeure parce qu'elle met en œuvre l'ensemble des moyens des forces aériennes stratégiques et énormément de moyens de l'armée de l'air et de l'espace. Une opération Poker, c'est vraiment une opération de dissuasion, mais qui intègre l'ensemble des capacités de l'armée de l'air et de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait pendant une opération Poker? Et ben on va faire en fait une mission qui ressemble très fortement à ce que serait un raid de dissuasion réalisé par les Rafales de la BA-113. Ces Rafales de la BA-113 donc décolleraient, si jamais ils étaient engagés pour aller infliger des dommages inacceptables, ils décolleraient de diverses bases, en général des bases d'opération nucléaire. Ils se rassembleraient voilà, ils se rassembleraient au nord de la Bretagne avec leur ravitailleur pour suivre un trait assez long, environ 2h30, 3h, avec des ravitaillements en vol, avant de passer dans une phase tactique, c'est-à-dire la simulation d'une entrée dans un territoire ennemi qui est défendu, hautement défendu, dont la défense est assurée par des escadrons de défense solaire qui jouent le rôle de méchants, également d'avions de chasse des autres bases aériennes qui jouent également le rôle de méchants. Et à l'issue de ce vol qui dure environ 5h, 6h, il y a un débriefing très réaliste, très poussé, qui est réalisé grâce à tout le système des systèmes sécurité fonctionnels, et qui permet d'aller au résultat. Quand je dis résultat, on débriefe finement le nombre la réussite en fait de ce raid, c'est-à-dire le nombre d'avions et de missiles exaltés qui seraient allés au but et qui auraient infligé des dommages inacceptables. Ça c'est suivi de manière très précise. Et ça permet directement de rendre compte aux plus hautes autorités de l'État sur la capacité opérationnelle de des forces aériennes stratégiques et de la la deuxième partie de ce qu'on peut voir de manière très claire, c'est les opérations de projection de force, qui est au cœur aussi de nos capacités. Il faut savoir que les aviateurs de la 4e escadre sont déployés depuis mi-décembre, assez loin de leur base, puisque le 15 décembre, on a envoyé des Rafales à Djibouti, dans le cadre d'un raid qui s'appelle le raid Monitor, qui est également une opération de dissuasion, puisque on projette nos avions loin en faisant un exercice complexe à l'arrivée sur Djibouti, vraiment une mission de dissuasion. Et donc, ça nous montre encore la capacité. Ces raids et ces opérations de projection de force, là encore, ce ne sont pas qu'une opération, que des opérations qui mobilisent les forces aériennes stratégiques, mais ça mobilise toute l'armée de l'air pour la dissuasion
toute l'armada est mobilisée. Et donc typiquement, à l'issue de cette opération Minotaur, les rafales de la 4e escadre, mais également les rafales de Mont-de-Marsan, sont partis sur ce qu'on appelle la mission Skyrox, qui est une mission de projection de force, là encore, avec un avion MRTT, avec des A400. Ils sont partis pour une tournée qui se finira le début février, entre l'Inde, les Émirats, l'Égypte et la Grèce. Et puis, là c'est un exemple de quelque chose alors, qui n'a pas été fait à cause de la crise Covid, mais c'était prévu d'envoyer 2 rafales et un MRTT en Australie. C'est un exercice à peu exact. On espère le dernier. Mais on a la capacité de le faire et quand on pourra, on le fera. L'objectif qui est affiché clairement, c'est que dans les forces, dans les atouts de l'arme aérienne, en particulier des forces aériennes stratégiques, c'est-à-dire aller vite, taper fort et aller loin, l'objectif, c'est bien de déployer en 48 heures une vingtaine de rafales à environ 20 000 km, horizon 2023-2024, quand on aura un nombre de MRTT suffisant au sein de. Donc voilà, la projection de force est vraiment un outil de démonstration qui contribue à la crédibilité de la dissuasion. La crédibilité de la dissuasion, en particulier de la composante aéroportée, elle se traduit aussi, et peut-être finalement je dirais de manière très évidente, avec une opération conventionnelle que j'ai déjà évoquée, qui est l'opération Hamilton. Donc l'opération Hamilton, la frappe de missiles Scalp en Syrie, sous faible préavis, sur une mission de 10 heures de vol avec plusieurs ravitaillements, avec une intensité assez forte, c'est-à-dire vraiment avec des défenses potentiellement hostiles, potentiellement denses en face. Et bien, cette mission Hamilton, mission conventionnelle, elle ressemble énormément à une mission de dissuasion. C'est-à-dire que le profil que vous voyez, qui est très schématisé sur cette slide, vous pouvez le transposer dans le cadre d'une mission de dissuasion assez réaliste. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les aviateurs de 4e escadre qui ont été responsables de la planification, de la conduite, de la planification tactique de ce raid. Et vous verrez l'escadron de Gascogne, c'est dans cet escadron-là que la mission a été préparée. Voilà, parce qu'ils ont cette expertise du raid, de projection de force, du raid qui se déploie loin, qui va frapper fort et d'envoyer des très rapides. Voilà. Donc tout ça continue à démontrer la capacité de nos équipages pour notre système. Voilà, pour terminer, pour ne pas être trop long, pour passer vraiment par une chose, la raison pour laquelle vous êtes ici, quelques perspectives. Aujourd'hui, la composante aéroportée, elle n'a jamais été aussi opérationnelle, elle n'a jamais été aussi forte. Puisqu'on a des systèmes qui sont parmi les plus modernes de ce que l'on peut trouver dans le monde, et je reste vraiment modeste en disant ça, qui pèse vraiment les mots. Le Rafale, aujourd'hui au standard F3L, avec une capacité de pénétration, une capacité de combat aérien parmi les systèmes plus modernes, encore une fois au monde, c'est vraiment un outil très efficace et hyper crédible. Vous aurez l'occasion d'échanger avec les équipages, mais vraiment, c'est un formidable outil et on n'a jamais été aussi fort avec cette avion. La 330, le Phoenix, le RTT, là aussi, on a changé le monde avec le RTT par rapport au C135. On a une perspective vraiment de déploiement qui est largement augmentée par rapport à ce qu'on connaissait avant. C'est 48 heures, 20 000 km par rafale, avec des C135, c'est pas possible. Avec des RTT, ça va être possible. Et ça, on va le faire. Et puis la SNPA, qui est le missile Air Sol Mode Portée amélioré, qui est le missile nucléaire. Là aussi, c'est un outil qui est absolument crédible, qui a été conçu, pensé dans les années 80, mais qui démontre que le temps de la dissuasion, c'est du temps long, parce que les concepteurs de ce missile avaient vu, avaient pressenti, avaient tenu compte de l'évolution potentielle de nos menaces. Aujourd'hui, la SNPA, il est crédible, et il sera crédible jusqu'à la fin de cette année. Donc dans les perspectives, eh bien, on commence à réfléchir dans les états-majors au successeur de ces systèmes, le SCAF, et le successeur de la SNPA, la SNPLG, qu'on accueillera potentiellement sur la base aérienne de Saint-Dizier d'ici 20 ans. Bon, quand je le verrai, je serai à la retraite, mais on est à peu près convaincu que ces systèmes d'armes vont être développés sur le temps long, c'est-à-dire
leur mise en service 2035-2040. Elle sera une mise en service qui aura vocation à durer sur le long terme, qui permettra encore à notre système de fonctionner et de garantir cette fameuse crédibilité technologique sur le long terme qui est absolument nécessaire. Je m'arrête là. Je ne sais pas si des questions avant de passer à la vie. Bonjour, Jean-Paul Fontanin, je travaille pour France Info. Est-ce que depuis 1966, il y a déjà eu une vraie alerte préparée aux avions et au nucléaire? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des types d'exercices que vous pouvez réaliser avec le vrai nucléaire? Et puis la troisième, c'est est-ce que les pilotes qui participent, qui font partie des forces aériennes stratégiques, sont quelque part plus suivis psychologiquement, on est plus attentif à eux, justement parce qu'ils ont la capacité de vérifier Alors, sur la première question, alors, je voulais faire une précision. En fait, la dissuasion française, c'est depuis 1964. C'est le 1er octobre 1964, la première alerte, le 8 octobre 1964, la première alerte nucléaire. Le 66, c'est vraiment sur Saint-Dizier. Mais, alors oui, il y a eu, c'est une histoire que j'ai entendue dans les livres historiques. Il y a eu a priori une alerte d'un avion Mirage-4 qui a décollé dans les années 60 avec une arme qui s'est reposée de manière. C'était quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Depuis cet événement-là, non, il n'y a pas eu d'alerte particulière, en tout cas réelle. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, on s'entraîne, et ça c'est dans l'ADN des forces aériennes stratégiques, on s'entraîne pour être le plus crédible possible. Donc la crédibilité, elle passe forcément par des opérations de montée en puissance, c'est-à-dire d'armement des avions avec des missiles nucléaires. Donc ça, nous, ce sont des opérations qu'on vit parce qu'on ne peut pas, on est obligé de le faire, on ne peut pas ne pas le faire. Si on veut être crédible, il faut qu'on s'assure qu'on maîtrise de A jusqu'à Z tout de suite. Ce qu'on ne fait pas en revanche, c'est qu'on ne fait pas une mission de A jusqu'à Z, c'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas en volant avec des vraies armes nucléaires, ça c'est interdit, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un des deux piliers du temps de paix qui font qu'on ne fait pas non plus des choses qui sont impensables. Donc ces exercices, cette démonstrativité, on la fait par phase. C'est-à-dire que l'opération de montée en puissance, qui est le début de l'opération de dissuasion, elle va s'arrêter à un moment. C'est-à-dire qu'au moment où on voudra passer à l'exécution d'un appel nucléaire, et ben on démontera les armes pour pouvoir permettre aux avions de voler et de faire l'opération. Ensuite, sur le suivi psychologique, il n'y a pas de suivi psychologique particulier. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que comme nos équipages sont absolument polyvalents, ils sont sollicités sur tous les fronts. Actuellement, la 4e escadre en opération extérieure. Ils sont en Jordanie. Ils délivrent très régulièrement l'armement. D'ailleurs, ils ont un équipage de la 4e escadre qui a réalisé le premier tir Talios opérationnel de l'Angleterre la semaine dernière. Donc ça contribue forcément au renforcement psychologique de nos équipages, parce que l'aguerrissement est une donnée assez importante. Et après, moi, mon expérience, j'ai été commandant d'escadron de Gascogne, j'ai fait une carrière assez longue au sein des forces aériennes stratégiques. Mon expérience me fait dire que le système est quand même assez bien fait, dans le sens où les équipages sont tous des professionnels. Et ces questions-là, ils ne se les posent pas de manière. Il n'y a pas de problème particulier avec cette question-là. C'est nous, on est les outils politiques, que ce soit une arme de dissuasion ou une arme conventionnelle, on obéit aux politiques, on est l'outil pour protéger nos citoyens. Bonjour, j'ai un petit merci de l'histoire, je suis journaliste à Sud-Ouest. J'ai une question, donc pendant que l'évoquer après, ça peut être trop long. Est-ce que vous pouvez revenir sur le Red Hamilton, un opération militaire, puisque c'est ce qui est le plus ressemblant
au-delà de la simulation, c'était un exercice de concours, c'était une mission claire, des frappes à Paris. Alors, en quoi c'est si ressemblant et en termes d'intensité, l'objectif, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter sur le niveau récit de cette opération? Alors, je vais tracer bref. C'est très ressemblant déjà dans le fait que c'était une mission d'entrée en police, qu'on appelle une mission d'entry force. Qu'est-ce que c'est l'entrée en premier? C'est la capacité pour nous, aviateurs, de pénétrer dans un territoire hostile, dans un territoire qui est défendu, donc fortement ou potentiellement fortement défendu. Donc ça, Newton, c'était la première fois depuis très très longtemps. Et puis le Kosovo, je pense qu'on faisait face potentiellement à des défenses à terre. Donc ça, dans la préparation, ça change quand même beaucoup de choses. Et les équipages des forces aériennes stratégiques en particulier, ils font ça tous les jours. Parce que dans l'instruction et dans le spectre d'action de la composante aéroportée, il peut y avoir des zones défendues, etc. Donc ça, c'est l'ADN des aviateurs des forces aériennes stratégiques. Et ce qu'il faut voir, c'est que la préparation d'un raid de ce type, c'est assez complexe. C'est assez complexe parce qu'on ne parle pas que de la préparation d'un trait, comme vous avez vu, où on met des avions, des ravitailleurs, etc. Mais on parle aussi de la préparation des missions missiles. C'est-à-dire que l'escale, ce sont des missiles qui volent, en fait. Qui volent et qui suivent un plan de vol. Et ça, c'est assez complexe. Et cette expertise-là, elle est détenue au sein des forces aériennes stratégiques aussi, parce que Pascal, c'est comme on les ennemis, qui volent un petit peu moins vite, mais c'est très très similaire. Donc cette expertise, on l'a vraiment de manière assez naturelle, ils l'ont vraiment au sein des forces aériennes stratégiques. Parce que ça raconte. On pourrait détailler, mais ça va durer trop longtemps. On pourra détailler, vous irez au Gascogne et vous pourrez discuter avec les pilotes. Thierry Bois pour la Chouille. J'aurais deux questions s'il vous plaît, une sur l'escadron de soutien technique aéronautique. Donc, comment s'intitule ces personnels avec le constructeur, en particulier dans le cadre du contrat récent avec l'amélioration de la disponibilité des avions. La deuxième question, c'est sur l'escadron de transformation, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bien cet escadron aussi qui travaille à concevoir de nouvelles procédures, je ne sais pas si c'est le terme ou pas, nouvelles procédures pour le code de Rafale? Est-ce que c'est pas sur permanent, est-ce que c'est une nouvelle procédure pour alors, l'escadron de soutien technique aéronautique, en fait, lui, il est vraiment, c'est vraiment le client du constructeur via la DMA, met à notre disposition. Donc, lui, son rôle, c'est vraiment faire la production. Donc, sortir, dépanner, entretenir les avions. Donc, il n'y a pas de rôle vraiment proprement parler pour faire avancer Ravel, etc. Ravel, c'est vraiment piloté au niveau de la DMA, au niveau supérieur. Donc, s'il y a des remarques, en fait, tout le monde passe forcément par il n'y a pas d'interaction directe avec le constructeur, donc ça passe pas forcément par la DMA. Je peux compléter? Oui. En fait, l'organe qui est chargé d'assurer la disponibilité de la meilleure qui soit pour le compte de l'État, c'est la direction de la maintenance aéronautique, c'est l'état-major de l'armée. La direction de la maintenance aéronautique, quand elle passe un contrat de maintenance à un industriel, eh bien, elle assigne à l'industriel un certain nombre de tâches de maintenance. Donc, il y a des tâches de maintenance qui sont du ressort de l'industriel, des choses plus compliquées, et des choses un peu moins complexes qui peuvent être faites par les mécaniciens sur les bases, seront faites par les mécaniciens sur les bases, comme ici à Saint-Dizier. Ensuite, l'interaction entre un ESTA et l'industriel, c'est au niveau de la logistique et de la fourniture de pièces. Donc, Dassault est responsable, de contrat Ravel, de fournir, on va dire, X%, je ne vais pas être imprécis, mais X c'est de l'ordre de 89%, des pièces de rechange en moins de 3 jours si un mécanicien de la base aérienne de Saint-Dizier lève le doigt et dit il me manque telle ou telle pièce pour remettre mon Rafale en ligne de vol. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que je tenais à dire et qui est beaucoup sur le transport de grec, c'est qu'effectivement, on prélève les Rafales au sein d'un véhicule à l'espace, c'est les Rafales, ce que je vous ai indiqué. Et pour pallier ce creux temporaire du nombre de Rafales au sein de l'armée de l'air et dans l'espace, on s'appuie, on bénéficie du contrat Ravel qu'on a passé en 2019 et qui, en 2022, doit produire, pour que vous
guillemets, 10 rafales disponibles de plus. On voit même d'un côté, on prélève effectivement 12 rafales qu'on va céder à l'armée de grec, mais dans le même mouvement, il y aura 10 rafales de plus qui auront été rendues disponibles grâce au contrat Ravel. Ensuite de ce contrat Ravel, on fait une action coup de poing sur certains avions auxquels il manquait des pièces détachées, et donc on va passer prochainement un contrat pour acheter un lot important de pièces de rechange qui permettront, en plus des 10 dont j'ai parlé, de remettre encore quelques avions complémentaires. Donc, du point de vue des capacités opérationnelles militaires, c'est important. Le contrat grec sera fermé, mais il sera transparent. Voilà ce que je voulais dire sur cette réflexion. Voilà, sur l'EPR, non, ce n'est pas l'EPR qui développe les procédures nouvelles. En particulier sur le F3R, il y a plusieurs entités qui interviennent quand il y a des changements de standard. Tout d'abord, il y a le Centre d'expertise aérienne militaire qui est en Mont-Marsan, le CER, qui lui travaille sur la phase initiale de l'utilisation du standard. Et après, c'est le rôle des unités de combat, c'est les unités de combat qui travaillent sur les procédures. Les nouvelles techniques, typiquement, le F3R accueille une capacité d'emporter le nouveau missile aérien qui s'appelle le Météor, qui là aussi est un véritable game changer dans le combat aérien. C'est l'escadron Rafale référent, parce que chaque escadron Rafale a un domaine de compétences particulier, donc c'est l'escadron Rafale référent en RR qui travaille sur les procédures Météor et qui les transmet à tous les autres escadrons. Et ensuite, ça implémente comme ça. Et c'est un cercle assez vertueux, parce que c'est un cercle assez vertueux, je trouve, le développement des capacités, parce qu'on est, les équipages sont complètement impliqués et ça tourne assez fortement. À Noël des Échos, je voulais juste vérifier que pas une petite de posture. Alors, 48 rafales, prêt à aller à 20 km en 48 heures à l'horizon 2026. Alors, ça n'a rien à voir avec la posture de dissuasion, ça c'est capacité. Ouais, c'est vraiment une capacité. Ouais, ce sera une capacité vraiment révolutionnaire. C'est 20 rafales. 20 rafales, 20 km. Voilà, en 48 heures. En 48 heures, en 2020. 23, 24, en fonction du nombre de LRTT qu'on aura. On affiche 25 si on arrive à faire Sinon, je vais vous demander, je ne sais pas justement où est-ce que vous en étiez dans l'entraînement, les zones de vol, puisque je vois qu'il y a des polémiques sur le fait qu'il n'y avait pas assez d'heures de vol par rapport au standard de temps. Oui. Et j'ai une autre question, je vais poser Oui, alors, pour moi, il n'y a pas de polémique avec les heures de vol. Je pense que c'est piloté de manière assez fine, et puis l'activité sur Saint-Dizier, comme j'ai noté, je voulais indiquer, elle est assez importante. Alors, un pilote de chasse, il me connaît assez dans les champs l'air, mais globalement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec les heures de vol qu'on a pour réaliser l'entraînement organique, le simulateur, les différentes missions, les différentes opérations, nos équipages n'ont jamais été aussi forts. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de l'année sur la base, fin d'année et début d'année prochaine, ils seront tous efficaces. Je vais vous poser une question. Pour la partie entraînement, c'est la dissuasion qui fait partie du Covid. Il y a eu un impact sur les événements, c'est un peu le traditionnel. Le Covid n'a pas eu d'impact sur notre capacité de dissuasion. On a, dès le début de la crise, on a pris des mesures assez fortes, assez innovantes, notamment en termes d'organisation, pour assurer la résilience et notre capacité de dissuasion. C'est Jean-Marc. J'ai trois questions, donc une qui est la suite en fait, de la question de Justine. Par-delà la dissuasion, on parle de beaucoup de quel impact ça a sur la base, sur le travail en présentiel. Est-ce que vous avez été amené à gérer les cas avérés, dans ce cas-là, comment vous les avez gérés?
Deuxième question, en sortant de l'avion et pour vous expliquer depuis pas mal de chantiers immobiliers sur la base, la parole qu'on va souvent parler, mais là on est en face des chantiers, donc est-ce que vous pouvez nous dire, pas les chiffres, on trouve peut-être pas en tête, mais par contre, quels sont ces infras qui sortent de terre? Manifestement, il y a une infra-maison qui est sortie il y a peu de temps, parce que ça se laisse, on est déjà habité. Et enfin, une question faussement naïve, évidemment. Ça change quoi d'être deux dans un rafale quand on fait des opérations asymétriques? Pour la dissuasion, on en a beaucoup, mais par contre, des opérations asymétriques, comme celle que l'équipage de faire actuellement en Levant, comme le fait par passer en Afrique, qu'est-ce que ça change? Alors, le Covid, sur la base, encore une fois, très rapidement, on a été confronté à la crise, donc on a été obligé de mettre en place pour garantir la dissuasion des mesures organisationnelles assez fortes. On a fait, on a pris quand c'était possible, on a réorganisé le travail dans certains services, donc avec des bordées, des gens qui se croisaient le moins possible, etc. En revanche, on n'a pas fait beaucoup de télétravail parce que sur une base aérienne opérationnelle, c'est quasiment impossible, sauf quelques services très particuliers. Mais bon, voilà. Donc voilà, vous verrez le MES de manière assez visuelle pour vous. On a mis en place des flexibles. On a vraiment travaillé assez fortement avec les services de soutien. On était particulièrement réactifs pour qu'on tienne, qu'on limite le risque au maximum. On a eu quelques cas avérés, comme je pense partout en France. On a eu un cas lourd. On est très heureux d'avoir parce qu'ils sont très bien servis, ils travaillent assez rapidement. Et les cas, quand on a des cas, on respecte les consignes qui nous sont données. On isole, on teste, on isole, on maintient quand c'est possible sur base, etc. Donc ça, on respecte ce qui est prescrit au plus près possible de ce qui est. Les chantiers infra, effectivement, une base aérienne, ça fait tout le temps. C'est un tunnel dont on voit jamais nous, les chantiers infra. Ce qui est vraiment très positif, c'est que les projets qui sont les projets pour moi les plus importants, c'est donner des conditions de vie à nos aviateurs qui sont de bonnes conditions de vie dans le cadre de notre hébergement, en famille. On en voit les résultats concrets. Donc, le plus gros chantier, c'est le MES unique, c'est un nouveau MES qui va remplacer ce MES, le MES officier, et un deuxième MES qui est un MES mixte qui commence à être assez usé. Donc, c'est un musée absolument majeur pour la condition des aviateurs. Et puis, effectivement, les infras d'hébergement, on vient de réceptionner, ou on est en train de réceptionner un bâtiment de 80 places. Un deuxième bâtiment de 80 places qui va sortir de terre dans la foulée. Et dans le cadre de l'augmentation potentielle de l'aéroport à l'année à venir, on est en train de réfléchir à demander un nouveau bâtiment. De toute façon, là-dessus, c'est notre priorité, améliorer les conditions de vie sur la base de nos aéroports. Ensuite, deux dans un rafale sur les missions asymétriques, sur les missions des actions support, etc. Le NSP pour en parler bien évidemment aussi, peut-être même mieux que moi, sûrement mieux que moi. Il y a des cas de figure où je pense que deux dans l'avion, c'est plus facile. Après, dans tout cas, c'est très bien en place aussi. Mais encore une fois, à deux dans un avion, quand ça commence à être dans les coins du domaine, dans les coins des héroïnes et dans les coins de. Ouais, ça devient vraiment très compliqué. À deux, ça va très bien. Je rebondis dessus. Vous pouvez pas au quotidien en fait vous entraîner en biplace sur dissuasion. Vous entraînez au quotidien avec un navigateur, vous développez une synergie dans l'équipage qui fait que 1 plus 1 est bien supérieur à 2. Les jours où vous allez partir sur une mission sensible, dire au navigateur, merci à notre avocat, je vais développer tout seul. Je ne suis pas entraîné tout ça. Je ne suis pas câblé pour piloter tout seul mon avion sans navigateur, dans des escadrons de place. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est imaginez une situation comme on est sur Afghanistan, où vous êtes en train de ravitailler en vol et en même temps vous avez un gars qui est au sol qui vous donne
des éléments qu'il faut vite noter pour savoir où il va falloir tirer le bon. Là, quand je suis en train d'inviter, je ne peux pas nous dire maintenant. Alors ça, à mon avis, c'est vraiment un multiplicateur de force, donc cette capacité à globaliser, qui doit être de place pour être efficace. Il est entraîné pour ça. Et parfois, ça prend plus de temps. Lorsque vous avez un navigateur pilote, vous attendrez 2 minutes et vous observez plus pour une petite image. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Une dernière pour ensuite citer. Bien, Julien, juste une question justement tout à fait naïve. Pilote, navigateur, l'équipage est formé, ou est-ce qu'éventuellement, vous pouvez vous changer de navigateur, comme lui change de pilote, ou est-ce qu'effectivement c'est la notion d'équipage pur qui existe encore, comme ce fut le temps il y a un bon paquet d'années? Alors, à l'entraînement, ça change tout le temps. En OPEX, les équipages sont Comme elle était courte, une dernière. Vraiment une dernière. Sur l'entraînement des jeux Covid, ça n'a pas eu d'impact, mais que PitchDev n'a pas eu lieu. Comment vous avez compensé le fait que l'exercice. Feedback, en l'occurrence, si les Australiens nous disent qu'ils ne souhaitent pas avoir des avions qui viennent de l'étranger, sur ce type d'exercice, on n'est pas les seuls décideurs. Ce que vous voulez expliquer le connaître, nous, on a fait le nécessaire pour que notre activité soit maintenue, l'activité opérationnelle soit maintenue. Et notre activité d'entraînement a quasiment été tenue. Mais de l'ordre autour de 90-95%. On ne peut pas faire de généralité, parce que vous pouvez avoir des spécificités pour faire encore. Mais globalement, notre activité était quasiment maintenue. En s'adaptant, bien évidemment, comme vous avez connaître tout à l'heure, très rapidement, par cordée, par équipe, pour que les gens se croisent, par messe, et on est dans une activité. Donc, on a fait preuve de